Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu plus philosophie Unix et Linux. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Suite à simplement une petite expérience que j'ai vécue hier sur Twitter. Et cette petite expérience m'a fait un petit tilt en disant faut qu'on fasse quand même attention à ne pas perdre ce qui fait l'exception en fait de ces systèmes d'exploitation. Et qu'Unix a prouvé sa valeur depuis des dizaines d'années en fait sur les mêmes principes. Et ces principes, au fil du temps, on a tendance à en effriter un peu quelques-uns. Et je ne suis pas certain, moi, de mon côté, que ce soit toujours pour le bien, en tout cas, de ces systèmes. Donc, pour la petite anecdote, en fait, on avait Olivier Bonvalet, de mémoire, salut Olivier, qui, sur Twitter, posait la question « Que devient la commande ARP-A » Donc, en ce moment, toutes les commandes réseau sont remplacées sous Linux. Donc ifconfig disparaît au profit d'IP, c'est pareil pour la commande ARP. Donc ARP-A, ça nous donne ça. Donc en fait, ça nous donne la liste de tous les voisins sur le réseau local, ainsi que leur MAC adresse, la correspondance avec l'IP, sur quelle interface on communique avec eux. Et on a notre Twito en fait qui répondait que ça devenait la commande IP. Et moi, je me suis, on va dire, attristé de ce point. Puis on me répondait, c'est quand même sympa parce que du coup, en fait, tout ce qui est IP est rassemblé au sein d'une même commande. Et là, ça m'a fait tilt, en fait, sur des piliers, on va dire ce qui est pour moi des piliers de la philosophie Unix, qui est d'écrire des programmes qui effectuent une seule chose et qui le font bien. Et après, d'écrire des programmes qui collaborent entre eux. Alors, est-ce que c'est logique de rajouter cette commande dans une fonction qui est dans IP? Pour moi, pas vraiment, parce qu'ARP, c'est ARP. Et je trouve plus simple, en fait, d'avoir des commandes simples qu'on peut chaîner les unes aux autres pour obtenir ce qu'on veut. Alors, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est vrai que ça change pas grand-chose, mais c'est plus sur le principe. Donc, ce principe de commande qui s'enchaîne, même si quand on est passé d'Unix à Linux, les commandes originales Unix ont été plutôt enrichies, elles restent malgré tout contenues en général dans une fonction précise, et après elles peuvent communiquer entre elles facilement. Donc si on prend dans l'exemple d'un fichier de log, ici par exemple, je vais prendre un log de mon site internet. Voilà, donc bon, on a des logs qui défilent. Donc j'ai utilisé là, la commande 4 pour ce faire. Ici on peut dire, voilà, j'ai une première commande, je vais l'enchaîner à une autre commande. Alors la première que je vais prendre un grep. Un grep n'a pas besoin d'être enchaîné, j'aurais pu faire directement un grep du fichier aussi. Et donc je vais faire un grep par exemple sur XML RPC. Donc là on a quoi? On a deux commandes, en fait, très simples, qui vont communiquer entre elles avec un tube, chacun à sa fonction. Puis après je vais dire, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir les adresses IP de tous ces gens qui ont fait des requêtes XML RPC. Donc là, je vais enchaîner une autre commande, par exemple, qui va être cut. Donc qui sert à découper. Hop, donc là, on va découper selon l'espace. Vu qu'on a un séparateur, c'est l'espace, ici. Et on va dire, c'est le premier champ qui m'intéresse. Alors typiquement, on aurait pu imaginer que dans le sein d'une commande grep, on aurait pu déjà avoir des fonctions de découpage, de trait, etc. Et justement, une des choses qui fait la force et la simplicité d'Unix, c'est cette capacité d'enchaîner des commandes les unes vers les autres, puis de les réutiliser de manière récursive si on veut. Et c'est un des points qui fait partie de cette philosophie. Donc après, on va dire, je sais pas, par exemple, moi je veux juste les IP, ok, mais je les veux de manière unique. Voilà, donc je vais en avoir de manière unique. Après, ça peut être de dire, je sais pas, je veux juste les compter, combien il y a eu d'IP différentes quand on fait une requête XML RPC aujourd'hui. Bon, il y en a 35. Ou ça pourrait être de dire, pour chacune de ces IP, j'aimerais bien savoir quel est son nom. Voilà, et donc là on va voir les reverses de ces adresses IP, puis voir un peu d'où ça vient. Ou on pourrait se dire, je sais pas, moi je veux faire un oui sur toutes ces plages IP. Et donc je vais savoir, je vais vouloir voir depuis quel réseau elles proviennent ou quel pays elles proviennent. Donc après on va pouvoir refaire un grep ou du numéro d'AS qu'elles proviennent.
Donc après on va pouvoir refaire un grep, je sais pas moi par exemple on peut refaire un grep -i sur le netname par exemple. Et puis là on va avoir des informations sur les différents netnames, etc. Vous allez pouvoir comme ça chaîner en fait des commandes les unes aux autres. Et ça c'est un des concepts de la philosophie d'Unix. Écrire des programmes qui effectuent une seule chose et qui le font bien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue en fait pour éviter de tomber dans la logique d'un outil à tout faire. Si vous avez besoin d'un outil à tout faire, vous pouvez l'écrire pour vous. Mais remplacer les commandes de base par ces outils à tout faire qui sont plus lourds mécaniquement. Personnellement, c'est un avis, il n'engage que moi, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc un des autres piliers, on va dire, de cette philosophie, c'est justement d'écrire des programmes qui collaborent entre eux. Et pour cela, en fait, la décision qui a été prise à l'origine dans la conception d'Unix, c'est de gérer des flux de texte. Parce que le texte est une interface universelle. Et c'est quelque chose, c'est exactement ce qu'on vient de faire dans la démonstration précédente. On a des flux, on a un flux de texte, un fichier log, puis on va l'envoyer en fait dans une commande, puis la piper dans une autre commande, et une autre commande, et une autre commande, pour obtenir tout le résultat qu'on souhaite. Le deuxième point qui me paraît important, c'est ce qui concerne en fait le route. Alors depuis longtemps en fait, et j'ai moi-même été à l'initiative on va dire d'une de ces opérations, on cherche parfois à limiter pour des raisons de sécurité au maximum en fait les capacités du route. Et pareil, je pense pas au final que ça soit une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'une des spécificités d'Unix, justement, des Unix en général, c'est ce root, ce super utilisateur, ce super admin qui a tous les pouvoirs. Et s'il a tous les pouvoirs, on peut trouver ça dangereux, parce que du coup, il peut faire plein de choses, dont casser tout le système. Mais en même temps, en fait, c'est parce qu'il peut tout casser, et parce que ces utilisateurs peuvent commettre des actes stupides, c'est aussi ce qui leur permet de faire des choses absolument incroyables et ingénieuses. Et ce pouvoir du root, en fait, il est quelque part nécessaire à la force d'Unix et de Linux. Alors il y a des années maintenant, en 2002, j'avais écrit un système de sécurité basé sur Linux qui s'appelait DigitalNet Guardian et qui reposait sur une sorte de box qu'on appelait la Guardbox. Et justement, l'idée c'était que c'était le premier système de sécurité qui avait été conçu pour être piraté. C'est-à-dire, on considérait qu'il allait être compromis. À l'époque, je considérais que les produits du marché comme Cisco Pix, Checkpoint Firewall, etc., qui tenaient le marché, ne prenaient pas en compte le fait que un jour ils pouvaient être compromis eux-mêmes. Et du coup, à partir du moment où ils étaient compromis, l'histoire était terminée. Et donc, quand j'avais écrit cette solution, l'objectif c'était de dire ok, il y a un admin, mais même s'il y a un admin, on regarde son comportement. Et si ce comportement n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un comportement entre guillemets normal, qui avait été déterminé par des règles, dans ce cas-là, on ne laisse pas tout faire. Mais on était dans un contexte très particulier d'un produit de sécurité. La bonne idée aurait peut-être d'utiliser Plan 9 à l'époque, qui est plus adapté sur cette approche. Mais je pense que lever le pouvoir du root n'est pas forcément une bonne chose. Alors pareil, dans les bonnes pratiques, on regarde toujours, c'est pas bien de travailler en root, utiliser sudo. Je trouve que travailler en root, c'est pas si mal que ça. Je travaille pas mal en route sur des systèmes. Si j'ai besoin de travailler en utilisateur, je travaille en utilisateur. Mais si je suis administrateur, je préfère en général travailler en route. C'est dangereux, c'est vrai. Et justement, parce que c'est dangereux, il faut faire attention. Et on ne fait pas les choses de la même manière. Et confondre après finalement un utilisateur avec un administrateur peut poser quelques soucis. Donc j'utilise par exemple sudo pour implémenter des fonctions que je vais donner à des clients. Mais par contre, à titre personnel, quand je fais un sudo sur ma machine, c'est pour faire sudo sumo et passer route en général. Je travaille en administrateur, j'ai tous les pouvoirs avec les risques que ça représente, mais aussi avec le pouvoir que ça représente. Et à l'instar d'autres technologies, je pense que c'est une bonne chose en fait de l'utiliser tel quel, avec les risques que ça représente, justement pour faire attention et prendre toute la conscience de cette puissance et puis des risques qui y sont associés. Et donc c'est quelque chose qu'on a tendance à attaquer avec le temps de plus en plus. Alors,
toujours pour des bonnes raisons, des raisons de sécurité. Donc on a commencé par rendre des fichiers en disant ben, on va réussir à ce que ces fichiers, ben, root, ils ne puissent pas les effacer ou les modifier avec chatTTR par exemple. On va implémenter d'autres solutions de sécurité comme SELinux qui vont pouvoir permettre de mettre en place des ACL, qui vont pouvoir interdire à un admin de faire certaines choses. Mais au final, après plus de... Maintenant, j'utilise Linux depuis 1995 pour la première fois. Et quelques Unix un petit peu avant. Au final, ben, je pense qu'en fait, il y a des systèmes d'exploitation pour tout et pour tout le monde. Et je pense pas en fait que limiter le root soit quelque chose qui soit bénéfique en fait pour le système Linux et les Unix en général. Troisième point, c'est la configuration, tout ce qui est fichier de configuration sous un Unix ou un Linux. Aujourd'hui, qui est rassemblé en général dans /etc, sont des fichiers texte, plein de texte, faciles à modifier, à éditer. On a quelque chose de rapidement de propre en fonction de ce qu'on veut. Donc, si on va dans notre TC, je sais pas moi, SQL, puis qu'on va voir un fichier. Voilà, on a des valeurs, on a des variables, des valeurs, c'est facile à comprendre, à modifier. Il y a besoin de personne, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Si on va faire la même chose pour, je sais pas, par exemple, PHP. Donc, c'est vrai que je suis en AZERTY, c'est un peu nouveau pour moi depuis hier. On va aller dans le CLI. Donc, si on va voir un php.ini, non, j'ai pas pris un bon exemple en prenant celui du CLI d'ailleurs. Ça m'a donné une petite idée. C'est que ça, c'est pas un PHP que j'ai généré. Alors, voilà, on va prendre celui-là par exemple, un PHP que j'ai généré. Voilà, donc là pareil, c'est très simple. On a toujours pareil, des variables, des valeurs. Je cherche quelque chose à le modifier, c'est simple et efficace. Et on a vu de plus en plus au fil du temps apparaître des projets. Alors, heureusement, ils n'ont pas spécialement marché. Mais par exemple, il y en a qui ont eu l'idée, pour moi totalement saugrenue, de dire tiens, si on implémentait une base de registres sous Linux. Ah, c'est pas une blague. Ce qui pour moi est la pire invention qui existe chez Microsoft Windows. Donc le projet s'appelait Registry, je crois à la base. On a entendu parler aux alentours de 2004-2005, il me semble, qui a changé de nom et est devenu Electra Initiative. Alors qui est plus maintenant en fait un framework de configuration pour tout le monde. C'est comme ça que c'est présenté. Mais l'idée, enfin, je vous invite à regarder leur vidéo si vous voulez. Mais l'idée en fait c'était de dire si on remplaçait ce /etc par une base de registre. La pire des choses pour moi à faire, et j'ai bien eu peur en fait que ça soit intégré nativement après dans Linux. Et je pense vraiment c'est perdre de vue complètement en fait justement ce qui fait la force et la différence de système d'exploitation et qui fait qu'en des années et des années, c'est toujours aussi efficace. Quand vous reprenez, j'ai découvert Linux avec le grand livre d'Unix qui est sorti en 1995. Vous reprenez ce livre en fait et vous reprenez ce qui est dedans. Donc qui est orienté pas spécialement Linux, qui est orienté Unix. En fait, vous pouvez quasiment tout garder en fait et vous en servir encore aujourd'hui. Parce que la plupart des concepts n'ont pas changé. Donc il y en a qui ont eu cette mauvaise idée, ce qui est pour moi vraiment une très mauvaise idée, de vouloir implémenter une base de registre. Tout comme il y en a qui commencent à avoir cette mauvaise habitude pour moi de remplacer des fichiers de configuration de texte par des formats comme YAML. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des fichiers YAML. Alors c'est très bien, c'est un format qui est conçu pour des échanges de messages sûrement entre les machines et entre les programmes, mais sûrement pas pour les êtres humains. Ou de plus en plus des formats comme du JSON par exemple, alors qui sont des formats de messages, mais que je vois apparaître maintenant des fois dans des fichiers de configuration. Alors que la première chose que je fais moi en bash quand je dois traiter ce genre de format, c'est d'utiliser un petit soft qui va me traduire ça sur du texte bien propre. Mais je pense qu'on perd de vue l'idée que les fichiers de configuration, en fait, ils sont faits pour être manipulés et compris avant tout par des êtres humains. Et donc il ne faut pas perdre de vue en fait, cette simplicité. Alors simplicité dont la distribution pour moi la plus révélatrice, c'est la première distribution Linux que j'ai connue, qui est la Linux Slackware, sur lequel tous les fichiers de démarrage, etc. sont vraiment des fichiers bash simples en texte avec des configurations qu'on peut facilement éditer. Et au fil du temps, plus ça avance avec systemd, tout ça, et plus je trouve que
on alourdit quelque part un process qui marchait bien par quelque chose qui au final apporte pas beaucoup de plus et apporte apparemment beaucoup de problèmes quand je vois les problèmes qui apparaissent sur les différentes implémentations. Donc j'ai parlé de tout ce que je voulais, j'ai parlé du texte, j'ai parlé des tasks, j'ai parlé du root, j'ai parlé de ces fichiers de configuration. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qui pouvait me gêner aujourd'hui, et que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que pour garder la transparence, la simplicité, la robustesse de nos systèmes d'exploitation Unix et Linux, je pense en fait qu'il faut malgré tout être mesuré, et on peut apporter toutes les améliorations et créer autant de soft qu'on veut, mais de conserver en fait cette base en fait qui fait sa spécificité en fait et qui en fait un système d'exploitation extraordinaire. Voilà, bon, c'était ma petite contribution sur le sujet. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me donner votre avis, il n'y a pas de problème, j'accepte tous les avis contraires dont seront probablement la majorité, mais c'est mon ressenti en fait, et comme ça fait maintenant très longtemps, ça fait 25 ans que je fais de l'Unix, je voulais vous le partager. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, partager, réagir à cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.